Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au premier congrès ésotérique de Montréal, ESO 701, sur le thème l'évolution cosmique de l'humanité, précisément l'agenda pour la Terre, qui vous est présenté en 3 blocs. Le bloc 1 pour l'avant-midi. Maintenant, nous regarderons le bloc 2, l'après-midi, avec Richard Glenn, François Chartrand, Serge Cazelet et Marc Vallée. Il suivra, pour la soirée, le bloc numéro 3, dans cette rencontre mémorable qui a eu lieu le samedi 15 avril 2017, samedi saint, à l'hôtel Sandman de Longueuil. Bonne écoute. C'est un miracle. Aujourd'hui, samedi saint, on est dans le bloc numéro 2, qu'on appelle l'après-midi, au congrès ESO 701. Et là, donc, on a comme invité François Chartrand, suivra Serge Cazelet, le spécialiste des textes anciens, qui connaît les archontes comme le fond de sa poche. Et à la fin de l'après-midi, ça va être avec Marc Vallée, le directeur fondateur de l'extraordinaire maison d'édition Ariane. Sur Internet, pour les gens qui ont pris le billet virtuel, ils nous voient en direct présentement et pourront continuer à voir le document ad vitam aeternam tant que YouTube existera, mais c'est toujours privé. Et les gens qui sont assis dans la salle ici, vous aurez dès lundi ou mardi, parce que lundi on est dans la famille, mais mardi, un accès à votre courrier Gmail pour aller voir tout le congrès à loisir. Donnez-moi quelques jours, je vais ajuster un peu et améliorer la présentation. Alors, vous êtes ici, vous savez c'est quoi l'énergie d'être ensemble sur place. François Chartrand, bienvenue. Merci. Bien. Alors, l'heure qui suit, c'est avec toi pour commencer. Et le thème, ça va être en rapport avec ton livre. On peut montrer le site où on peut retrouver le livre, et ça gratuitement, c'est ce qui est assez spécial. Hein? C'est le site du Garpan. Alors, sur ce site du Garpan, dont on a eu comme représentant ce matin Yann Vadnet, qui était le président fondateur. Alors là, on voit le mot Garpan dans le petit coin, là, un petit peu, oui. Et si on glisse, pour le moment, il est sur la page d'accueil, mais vous reconnaîtrez toujours cette image-là. Et il est écrit Chartrand sur les révélations de William Tompkins et de l'état obscur du monde. J'ai trouvé que ça cadrait parfaitement avec la démarche qu'on fait aujourd'hui dans le dossier des apparitions mariales et surtout des messages. Et on a eu 2 conférences formidables dans le bloc numéro 1, soit le premier invité, Yann Vadnet lui-même, suivi de Mme Elisabeth de Caligny de France via Skype. Et tout le monde ici a trouvé les 2 premiers conférenciers formidables. Ça dépassait nos attentes. Dans les 2 cas, là, on a appris des choses et puis on est mis sur une piste. Et là, avec François Chartrand, on va atteindre un autre niveau. Je ne sais pas si on nous montre toujours... oui, c'est ça, on va toujours le... Ah, c'est ça. Ben, il faut tout simplement que quelqu'un tourne le gros spot. Un petit peu plus par là, oui. Vu que François va se promener un petit peu par là, mais pas trop. Oui. Juste pour voir, là, ça va permettre à Denis de placer le spot très comme il faut. En passant, Denis Guy, qui est avec nous, a aussi son émission toutes les 2 semaines, jusqu'au jour où ça va devenir toutes les semaines. Pas tout de suite, hein? OK. Non, parce que c'est beaucoup de travail pour une émission. Et c'est sur le site Conscience Plus. Et puis, il y a eu plusieurs invités intéressants. Il y a une démarche sur la conscience. C'est pas la soucoupe volante, c'est pas la Sainte Vierge, c'est la conscience. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans tout ça. Hein? François Chartrand, alors oui, je t'ai serré la main parce que c'est rare qu'on se voyait. Ça faisait quelques années que tu n'étais pas venu sur mon émission. Là, tu es venu pour parler du congrès et de ta participation. C'est quoi l'idée que tu as eue d'aller t'occuper du cas de Tompkins? Disons que moi, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est que je suis un aventurier de vocation. Je suis devenu routier de métier parce que ça me permettait d'explorer le territoire.
Alors, une grande partie de ce que je vous présente, c'est de l'information qui est expérientielle par rapport à ma découverte géographique du territoire, des activités des gens qui habitent un peu partout en Amérique du Nord. Je suis allé partout en Amérique du Nord et j'ai beaucoup voyagé. À 18 ans, je suis parti de chez moi en faisant du pouce et j'ai jamais rebroussé chemin. J'ai continué mon aventure jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé très longtemps à écouter des émissions de radio Internet que je pouvais télécharger et écouter en conduisant parce que j'ai fait énormément de routes et je me suis habitué à aller chercher cette information à travers les témoignages oraux des gens que j'écoutais. Donc, j'ai pas une formation littéraire. Je suis pas un gars qui lit des livres. Vraiment, j'ai pas le temps. Je suis toujours sur la route. Puis des livres, c'est pesant à transporter. Maintenant, j'ai développé cette faculté aussi d'aller chercher de l'information au-delà de simplement les mots qui sont prononcés, mais aussi la vibration dans la voix d'une personne, les intonations. Il y a plein de choses qu'on peut détecter de l'état d'esprit de celui qui parle. Et j'ai poussé cette étude-là très loin jusqu'à être capable de dire si une personne est sincère ou non en écoutant sa voix. Et j'ai tombé comme ça par hasard sur le témoignage de William Tompkins, qui est sorti publiquement à partir de 2015. Il a commencé à parler publiquement. Qui est-il? C'est un bonhomme très, très intéressant parce qu'il a une vie remplie d'aventures où il a connu des réalités qui sont complètement inconnues généralement du public. Et je pense que c'est un signe des temps lorsque justement il parle de ça publiquement. Il a commencé sa carrière, il était officier dans les forces navales américaines, la US Navy. Il était dans le département de la recherche et du développement parce qu'il avait un talent extraordinaire pour l'ingénierie navale et aussi aérospatiale. Et il avait à ce moment-là le mandat d'étudier des dossiers qui provenaient des études de l'espionnage qui avait été fait par les Américains au profit des nazis, du régime nazi à l'époque. Il faut dire que cet homme-là aujourd'hui est très âgé et à l'époque il était très jeune. Donc il était un des acteurs clés dans l'effort de guerre à ce moment-là, la guerre qui s'en venait, les événements qui se déroulaient, a créé un incitatif pour le développement des technologies le plus rapidement possible pour garder l'avantage. Et là, ces espions qui revenaient de l'Allemagne avec de l'information concernant des technologies extrêmement évoluées, des technologies qui dépassent l'entendement, comment est-ce qu'ils ont pu développer ça si rapidement? C'est impossible, il n'y a pas de chronologie. On dirait que c'est apparu par révélation. Donc, de fil en aiguille, il apprend que les nazis auraient une entente avec une race soi-disant extraterrestre, de reptiliens, des hommes à l'allure de reptiles. Très étrange. Et puis, en plus de ça, ils sont très avancés technologiquement, ils ont des bases en Antarctique et les nazis travaillent avec eux. Ça, c'est dans un premier temps le début de la carrière militaire de William Tompkins. Mais par la suite, il va se diriger dans le domaine aérospatial civil. Et là, il va devenir impliqué dans la recherche et développement également. Et là, il va tomber sur des dossiers concernant des technologies qui sont les mêmes technologies qu'il était responsable d'avoir disséminées. Parce que son travail, pendant qu'il était dans les militaires, c'était d'aller porter ces informations dans le domaine civil pour que les chercheurs dans le domaine civil puissent développer ces technologies. Et ce n'étaient même pas des documents qui étaient classifiés. Parce que normalement, il y a des niveaux de secret, il y a un encodage pour dire ben ça, c'est top secret, il ne faut pas en parler à personne, c'est un secret d'État. Mais dans ce cas-là, les documents n'avaient aucune classification. C'était des documents présumément publics. La raison, c'est que les chercheurs qui voyaient ça savaient très bien qu'il n'y a pas aucune façon d'expliquer l'origine de ces technologies. Il n'y a pas de moyen
détecté aucune recherche qui aurait pu mener vers ces découvertes. Donc, c'était des technologies tout à fait invraisemblables. On n'avait pas besoin de le cacher parce que personne n'y croirait de toute façon, tellement c'était avancé. On parle entre autres des technologies d'antigravité de maglev, des technologies possiblement de voyage dans le temps même, mais des technologies de rajeunissement, des technologies aussi au niveau de la science génétique, pour guérir des maladies génétiques, toutes sortes de choses vraiment incroyables. C'était vraiment du futur de notre monde. Très loin en avant de ce qu'on pourrait imaginer. Okay. Et ce que j'ai trouvé intéressant de William Tompkins, c'est qu'à un moment donné, c'est le mobile pourquoi il parle. Parce qu'il a demandé à ses officiers supérieurs de l'armée qu'est-ce que j'ai le droit de dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire. Et ils lui ont dit, tu dis tout. Et lui, ça faisait son affaire de parler publiquement. Bien entendu, très longtemps après les faits. Mais il y a une partie de son témoignage qui me touche particulièrement, c'est qu'il dit, vous savez, ma femme, c'était une très bonne personne, puis elle est décédée des suites d'un cancer. Il dit, moi, j'ai travaillé avec des gens qui étudient des technologies qui auraient pu la sauver, mais elle est morte. Alors, il se demande un peu, c'est quoi le sens de tout ça, si on ne peut pas faire profiter les humains de ces avancées-là, et que ça tombe entre les mains des militaires qui s'en servent pour escalader des conflits. Est-ce qu'on ne s'en va pas dans la mauvaise direction à ce moment-là? Donc, c'est son questionnement, c'est que lui, il pense que ça devrait être dévoilé aux civils, les technologies en question. Donc, on a l'exemple d'une personne qui a vu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine militaire et qui est très concernée par la direction que les choses ont pris. Moi, en étudiant son témoignage, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai eu beaucoup de confirmations de choses que j'avais cru comprendre, sans jamais avoir vraiment un témoignage direct d'une personne impliquée, mais j'avais une bonne idée de ce qui s'était peut-être passé. Mais là, quand lui, cet homme, nous dit carrément, j'étais là, je l'ai vu, c'est ce qui s'est passé, mais là, moi, ça m'a donné l'inspiration pour écrire ce livre-là. Dans le livre, c'est une analyse de son témoignage, mais je vais beaucoup plus loin que lui dans certaines idées qu'il n'a même pas abordées parce que je ne pense pas qu'il a une conception semblable à la mienne par rapport à la véritable identité des extraterrestres. Il semble avoir un phénomène d'aveuglement qui est généralisé dans ce monde-là. Et moi, j'ai pensé, c'est ma théorie, mais j'ai pensé que tu veux dire qu'ils ne savent pas qu'il y a des extraterrestres ou ils savent qu'il y en a des extraterrestres, mais ils ne savent pas le mobile puis les raisons de tout ça. Là. La nature réelle ou l'origine réelle. Ils ne savent même pas la nature réelle de ces êtres. Ben, ils se posent des questions parce qu'il y a des ententes, par exemple, les nazis ont pris des ententes avec les reptiliens, c'était pour justement avoir une domination. C'est un mouvement impérialiste et qui, eux, se voyaient comme les maîtres du monde parce qu'ils avaient cette science supérieure et aussi la question de la race supérieure, la race aryenne. Donc, nous, hommes responsables du destin de l'humanité, donc nous devons prendre le contrôle par la force. Toute cette idée qui a propulsé les nazis vers une guerre, ben, une partie, me semble, venait directement du fait qu'ils avaient des technologies extrêmement avancées, donc qui leur donnaient une confiance dans la victoire. Et donc, ça peut-être été un facteur majeur qui a motivé les nazis à aller en guerre. Donc, on ne parle pas simplement de petits faits anodins par rapport à un phénomène inexpliqué. Ils ne sont pas si forts que ça, parce que s'ils étaient du bord des nazis, ça a mal tourné pour eux autres. Ben voilà, et voilà. Donc, ils aident, mais ils n'aident pas trop. Et on doit se poser la question par rapport à leur honnêteté. Parce que, apparemment, selon ce que j'ai pu comprendre, ils auraient pu garantir la victoire des nazis d'une certaine façon. Et là, ça nous ramène à l'idée d'une supercherie, d'une imposture, d'êtres qui ne sont pas honnêtes et qui ne disent pas exactement quelles sont leurs intentions. Et ce que William Tompkins nous révèle plus tard, c'est que c'est cette même mouvance qui va amener plus tard le développement du programme spatial américain pour aller sur la Lune. La NASA, le programme Apollo, était fortement influencé par cette ambiance, ce contexte dans lequel on est en contact avec des extraterrestres qui nous disent que c'est maintenant le temps de coloniser l'espace et on a leur appui pour développer des technologies qui vont nous permettre de le faire. Et là, il y a tout cet engouement, un programme spatial extrêmement ambitieux qui est mis en place
et qui finalement ça va être un pétard mouillé. Il n'y aura pas vraiment beaucoup d'avancées après les premières missions sur la Lune. On n'y retournera plus. Et Tompkins nous dit, ben, c'est parce que les autorités desquelles on a obtenu les technologies nous ont dit, c'est assez, on arrête ça, vous ne pourrez plus aller sur la Lune. On a senti qu'il y avait comme un mur. Ils en ont mis 12 humains qui ont marché sur la Lune. Puis après, c'était fini. Mettez plus les pieds ici. Il y a même des gens qui me remettent en doute le fait qu'ils soient même allés sur la Lune. Mais bref, de toute manière, la chose est louche. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Tompkins, dans son témoignage, nous donne des indices, par contre. Il nous dit, en d'autres mots, les nazis, ayant perdu la guerre, ont conclu des ententes secrètes avec la marine américaine pour le transfert des technologies et aussi de la main-d'œuvre. Paperclips. Paperclips. Il y a beaucoup de scientifiques. C'était le programme de transférer des savants autant chez les Russes que chez les Américains. Voilà. Ouais. Et donc, beaucoup de scientifiques nazis qui se sont retrouvés au service de la NASA. Et à travers l'implication de la marine américaine, la US Navy, qui avait des ententes secrètes avec les nazis et qui ont été la conséquence de la défaite des nazis. Et là, à ce moment-là, l'armée américaine, les forces armées américaines sont devenues impliquées. Il y a une continuité de comment je dirais, de cet imbroglio, de cette complexification des relations à cause de ces ententes secrètes. On ne peut pas dévoiler d'où viennent les technologies, donc elles sont nécessairement séquestrées et supprimées de l'usage qui pourrait être fait pour l'avancement de l'humanité plutôt que pour la guerre. Si on donne des exemples comme la fibre optique, la fibre optique, le micro-ondes pulsées, etc., la nanotechnologie, c'est toutes des sciences qui seraient déjà connues chez ces êtres-là. Oui. Ils les ont transférées dans l'armée. Puis à un moment donné ou l'autre, ils ne peuvent pas tout retenir tout le temps. Ça finit par devenir des micro-ondes dans les maisons. Oui. En Russie, interdit d'avoir des micro-ondes dans les maisons. Oui. Poutine, il est contre les micro-ondes. Il dit que ça va nuire énormément au système nerveux de l'être humain. On se rend compte que le président des États-Unis, il a dû avoir des micro-ondes depuis qu'il est tout petit. Oui. La preuve est là. Oui, il y a une anecdote justement à l'ambassade américaine à Moscou où les Russes avaient déjà déterminé que c'était dangereux pour la santé, puis les Américains ont dit vos études ne sont pas valables, nous on n'y croit pas du tout à votre théorie. Et là, ils ont mis des micro-ondes sur l'ambassade. Puis quand tout le monde, le personnel de l'ambassade sont tombés malades, les Américains ont appelé les Russes, leur dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit écoutez, les ondes, c'est pas nocif, il n'y a pas de problème. OK. Puis là, aux États-Unis, tout le monde peut s'acheter des micro-ondes, puis t'en mets partout. Puis, oui, il y a même des trucs sur l'Internet, comment possiblement assassiner son voisin avec un micro-ondes, en tout cas. C'est parce que les technologies, lorsque développées par les militaires, posent un très grave problème éthique et moral, à savoir, est-ce qu'on ne s'en va pas directement à notre perte? Et là, il faut se poser la question, les entités en question, ces fameuses soi-disant extraterrestres, quels sont leurs véritables mobiles d'avoir mis ces technologies-là secrètement entre les mains de gens qui ont comme fonction de tuer. Les militaires. Ben oui, c'est la fonction des militaires, c'est de trouver la façon la plus efficace de tuer le plus grand nombre possible de gens, en espérant pas être obligé de le faire, mais en étant prêt à le faire. Et donc, ça crée une ouverture pour des événements désastreux. Et là, aujourd'hui, on a un monde qui est en péril. On est encore menacé par une possibilité de guerre très grave. Mais là, les armes de destruction massive sont devenues tellement destructives qu'on ne peut plus continuer à penser que les militaires pourraient avoir cette responsabilité-là à eux seuls. Et je suis d'accord avec M. Tompkins. Il faut que les civils soient mis soient informés de la situation et qu'on puisse travailler là-dessus. Là, je vais faire un raccourci rapide dans ta conférence parce que je pense qu'on est encore dans l'énergie de l'avant-midi. Oui. Où on a entendu parler des apparitions mariales au Québec et des centres consacrés à ça, des lieux sacrés pour ça. Et puis avec Elisabeth Caligny, tous les messages de la Vierge, là, qu'on disait vraiment attention, là, les choses vont mal, puis vont aller encore plus mal. Puis là, ça a la saveur religieuse en disant le bras de mon fils va frapper sur la terre, les pécheurs vont y goûter, puis tout ça. Mais finalement, c'est un peu comme quelqu'un qui est gourmand. Il va finir par avoir des maux de ventre. Oui. Puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui vient dire hey, arrête d'en manger, là, tu n'as assez mangé que tu vas avoir mal au ventre. Oui. C'est pas une menace
c'est une conséquence naturelle qui va se passer. Ouais. Est-ce que toi, après toi, les entités sont les mêmes? Ceux qui sont derrière les manifestations de la Sainte Vierge, que ceux qui contrôleraient le monde. Ils contrôlent le monde d'une manière technologique, puis ils contrôleraient le monde d'une manière émotionnelle. Et religieuse, oui. Je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'il y a un lien direct entre... Parce que dans la méthode, la façon d'opérer, quand on dit aux humains, vous êtes de façon inhérente, vous êtes mauvais, il faut vous repentir, ben il y a une forme de culpabilité qui est imposée. Il y a de l'intimidation qui dit, bon, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, vous allez goûter. Si tu arrêtes trop manger, tu vas finir par avoir mal au ventre. Oui, oui. Je ne trouve pas ça correct. Oui, je trouve qu'il y a un lien, justement, une similitude parce que au niveau militaire, on a compris que ce n'est plus intelligent d'utiliser des armes pour attaquer physiquement les humains parce qu'il y a trop d'armes présentes et on est trop menacé par cette réalité. Donc, ils ont développé plus le penchant de la guerre psychologique. Comment convertir l'ennemi à sa cause par toutes sortes de manipulations psychologiques plutôt que d'avoir à le combattre physiquement. Donc, j'ai l'impression, quand je regarde les témoignages qu'on a vus aujourd'hui, c'était très intéressant parce que ça montrait cette approche de manipulation psychologique pour créer une situation de dépendance qui nous amène à douter de nous-mêmes, premièrement, à douter de notre origine. Disons qu'on ne s'est pas créé nous-mêmes et on peut présumer qu'on a été créé par une force divine qui a un plan d'ensemble harmonieux et bénéfique. Un agenda. Un agenda. J'ai appelé ça le congrès, l'agenda cosmique. Oui, un agenda cosmique qui serait bénéfique pour l'humanité, qui serait une bonne chose pour nous, parce que nous sommes des êtres doués de vertus qui demandent à être développés et qui demandent à être encouragés dans la confiance et dans l'encouragement, plutôt que de dire vous êtes des pécheurs et vous devez vous repentir, vous êtes coupables de nature, de par votre naissance. Ça me semble contradictoire et ça me semble être justement un signe justement d'une force sombre qui est l'état obscur du monde. Il y a des joueurs invisibles qui travaillent à nous nuire psychologiquement. Et j'en vois des évidences dans ces témoignages-là. Mais il y a une chose aussi que j'ai trouvée vraiment importante, c'est que quand on parle de les lignées, comment je dirais ça? Il y a l'origine de la race en question qui, par exemple, on voit chez les nazis la race aryenne. Qui sont ces gens-là de cette race soi-disant supérieure selon les nazis? Eh bien là, on doit se poser des questions sur cet aspect racial du conflit. On sait des dévoilements qui montrent qu'il y a beaucoup de familles royales européennes qui retracent leur origine à Jésus et de descendance davidique. Et si on remonte plus loin en arrière dans le temps, les religions abrahamiques, donc des descendants d'Abraham, ont des systèmes de croyances qui amènent aujourd'hui des tensions énormes par rapport à qui va hériter du monde après la soi-disant fin des temps qui est prophétisée par beaucoup de gens dans ces milieux-là. Et on doit se poser la question par rapport à l'origine de Jésus lui-même, c'est la race de Jésus. Parce que, et là, c'est là que je me suis posé la question, la Vierge qui a été enfantée par le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça voudrait dire que Jésus n'est pas vraiment un homme comme on l'entend normalement. Il a en réalité été créé par un processus qui n'est pas celui qui nous a tous créés, un processus naturel. Et je pense qu'il y a peut-être un effort au niveau de la guerre psychologique de nous priver de la compréhension du véritable travail de Jésus, son véritable message, ce qu'il a voulu nous dire, était peut-être, ça c'est ma théorie, comme je vous dis, je ne peux pas vous confirmer ça avec de grandes études, j'en ai fait aucune, mais j'ai l'impression que Jésus était d'une race particulière, il était le fier descendant d'une lignée royale, et qu'il a été placé dans une position où il a choisi de mettre fin à cette notion de la pureté de la race
de cette notion de la royauté, de descendance divine, de par notre appartenance à une race en particulier, et qu'il aurait marié une femme qui n'était pas pur sang, et qu'il aurait dit à tout le monde, aimez-vous les uns les autres, et ça allait plus loin que simplement l'amour platonique. Il voulait dire, faites des enfants entre vous, entre les races. Pour garder mélanger les races. Oui, c'est ce que je pense. C'est que OK. Donc, commence à voir tes couleurs. Là, toi, tu apprécies Jésus. Oui. Mais tu te méfies d'une belle femme qui se présente en disant qu'elle est la Sainte Vierge. C'est pas son cas, là. Oui. Mais, tu sais, et pourtant, elle n'est pas là pour menacer le monde. Elle dit juste, attention les enfants, vous allez vous tirer dessus au Rwanda. Oui. C'est arrivé quelques mois après. Oui. Vous allez vous tirer dessus encore en Yougoslavie. Oui. La Bosnie. Comme si c'était de notre c'est faute. arrivé après. Mais peut-être y a-t-il des forces qui sont cachées, Ah. qui manipulent l'humanité à Oui, leur mais insu. si la Sainte Vierge est vraiment la Sainte Vierge qu'on pense, là, Oui. un être supérieurement spirituel, Oui. très élevé dans la hiérarchie, elle rentre dans le bureau du président, là, puis Oui. elle peut regarder dans les tiroirs, puis elle peut regarder des papiers, puis elle voit qu'est-ce que c'est qui se brasse. Oui. Puis là, elle vient nous avertir, écoutez, là, l'agenda, là, ça ne regarde pas beau, là, parce que les autres, là, ils savent qu'il va se passer ça sur la Terre. Tu n'as pas l'impression que, toi, quand tu pries, Mhm. tu pries-tu pour commencer? Ça t'arrive-tu d'avoir un moment de méditation? Ben, c'est un mot Tu rentres en contact. est chargé de signification. Oui. Moi, ce que je dirais, c'est que j'essaie le plus possible d'être authentique et de regarder les choses avec le plus d'honnêteté, de sincérité possible. Et il me semble, moi, que l'amour entre un homme et une femme, il n'y a pas grand-chose de meilleur sur Terre. Et les enfants qui vont naître de parents qui s'aimaient profondément au moment de la conception et au moment de l'éducation de leurs enfants, je pense que c'est la meilleure chance de salut que l'humanité a. Et je trouve ça très étrange qu'on nous présente un personnage qui est vierge et un homme qui n'a pas de père humain. Il y a une séparation, j'ai l'impression. Il y a un déni de ce qui nous rend vraiment humains, notre capacité finalement de nous reproduire d'une façon naturelle et de façon à créer des... Alors, François, je reviens avec ma question, là. Je ne te lâcherai pas. Oui. Pries-tu? Oui, je dirais que oui. Mais pas la façon dont... Prier, c'est communiquer télépathiquement. Oui, c'est ça. Oui. Et au lieu d'utiliser un cellulaire, là, tu utilises tes cellules cérébrales, naturelles, biologiques, pour être en contact télépathique avec qui? Tu t'orientes vers quoi quand tu veux communiquer? Ben, moi, je suis certain, dans mon expérience, je l'ai vécu, que le monde a été créé par une intelligence extrêmement harmonieuse, remplie de bonne volonté, remplie d'amour et capable de donner un sens à toutes choses, même les choses les plus laides, les plus obscures qu'on peut voir dans le monde. Moi, si j'ai pu réussir à travers mes aventures à travers le monde, parce que j'ai vu beaucoup d'endroits, de gens et de choses très sombres, je vous épargne les détails, mais la vie m'a placé dans des situations où j'ai vu des choses vraiment horribles, un peu comme des gens qui sont allés à la guerre. Et à un moment donné, on comprend que il faut donner un sens à ces événements-là, sinon on demeure traumatisé, on déprime, parce qu'on se dit, c'est quoi le sens de tout ça? Et moi, je pense que les forces obscures en notre monde ont un sens profond qui est en rapport avec notre intelligence, notre capacité de développer notre intelligence de façon à avoir plus de discernement, de façon à dépasser de nous dépasser pour arriver à voir dans l'invisible. Et qu'une personne qui nous ment ou une mise en scène qui a été faite pour nous tromper peut être détectée, peut être dévoilée par notre intuition, par notre intelligence intuitive qui se développe rapidement lorsqu'on est confronté à des situations très mystérieuses. J'ai l'impression dans tout ça, il y a une force mystificatrice qui travaille à brouiller les cartes, à nous priver de notre sens, de notre identité, de ce qu'on est, notre origine, de créer comme une espèce de séparation, une schizophrénie dans notre... Il répond pas, hein? Je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. Mais oui, je comprends. Mais est-ce que... Parce que là, tu ne sais pas ce qui s'en vient après toi, là. C'est Serge Cagelet qui va nous expliquer qu'il y a 3 strates dans l'humanité. C'est pas les beaux, les plus blonds puis les yeux bleus qui sont au-dessus, là. Non, non, non. C'est pas une question de race génétique, biologique. C'est une question d'âme, de connexion avec le monde de l'esprit. Oui.
Et les psychiques, ceux qui vont avoir de la télépathie, puis qui vont tout faire ça, sont au milieu. Puis eux autres, ils risquent de chier tout croche, puis d'arriver à tourner mal. Mais il y a au-dessus les autres, qu'on appellera les élus, qui ne peuvent même pas être troublés. Ça, on dit dans les textes, ils pourraient être troublés si cela était possible, mais c'est impossible de même troubler un de ces au-dessus. Oui. Puis il y a les autres qui sont les gens de terre à terre, là, on les appelle le fait de terre. Là, On va parler de ça. Puis là, moi, je demande à François, dans quelle couche que tu te situes? Est-ce que tu es branché ou est-ce que tu es psychique? Ou est-ce que tu es... C'est bien évident que tu n'es pas terre à terre. Je veux dire, toi, le hockey, là, c'est important que le Canadien gagne cette année. Non, ça ne m'intéresse pas. Ben, je ne sais pas, mais là, ils vont avoir le calice, tu sais, le Christ, hein? Oui. Au Jardin des Oliviers avait dit que cette coupe s'éloigne de moi. Oui. Bien, écoutez... On peut. C'est d'époque, là, tu sais. J'aime beaucoup le hockey. J'ai joué pendant 12 ans au hockey. J'étais très, très bon comme joueur de hockey parce que j'avais une chance à ce moment-là d'échapper justement au monde conventionnel puis embarquer dans un jeu qui me permettait vraiment de me donner à fond complètement. Et j'avais cette impression d'être invincible, d'être dans l'action était au ralenti et je voyais les choses venir rapidement. J'avais une intuition très développée. Et ça me permettait d'être un joueur très dominant. Et ça avait un rapport avec ce sentiment que j'avais d'appartenance dans le jeu, de sentiment de faire partie d'une équipe et de pouvoir me donner, me faire valoir auprès de mes amis. Ton exemple est très révélateur. C'est quand tu pries, si tu veux, la communauté humaine. Oui, c'est ça. Tu fais confiance à l'être humain qui est bon, puis ensemble, on devient une force. Oui. Tu n'attends pas la réponse d'une entité quelque part ou d'un... C'est ça. C'est parce que j'ai remarqué, par exemple... Ça répond-tu? Hein, c'est pas pire, là. Il a pas mal répondu. J'ai remarqué une chose qui, je pense, on a tendance à oublier. Et c'est pour ça que je trouve si important cette notion de ne pas mettre le blâme sur l'être humain, lui donner une chance avant de le juger. Et parce que la confiance, c'est contagieux. Et j'ai remarqué, comme par exemple dans mon expérience de joueur de hockey, j'ai été nommé capitaine parce que j'inspirais les joueurs et j'apportais la victoire des fois parce que les gens ils étaient inspirés par mon exemple. Et je pense que c'est important de comprendre que la conscience a un impact. La façon dont on se voit soi-même, c'est très important d'avoir confiance en soi parce qu'on donne ainsi confiance aux autres en eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir confiance en nous, les humains, et on a besoin de faire attention à tous ceux qui nous disent, peu importe de quelle façon ils nous le disent, et dans quelle enveloppe, si vous voulez, de quelle forme ils vont prendre. Ceux qui nous disent que nous avons un problème inhérent à notre nature, je pense, sont très dangereux pour nous. Est-ce que ça échappe à Tompkins, ce niveau de pensée-là? Je pense que Tompkins, il s'approche de cette compréhension, mais il était... Es-tu religieux chrétien, Bible Belt? Là, non, mais je n'ai pas aucune indication qui m'amène à penser qu'il est un homme particulièrement religieux. Chrétien, mais il a travaillé en relation étroite avec ce qu'on appelle les Grands Blonds ou les Nordiques. Alors, on pourrait penser... Elle en ferait partie, là? Elle en ferait partie, supposément. C'est Maria Orsic, qui était une médium qui... psychique. Oui, psychique, c'est ça, qui a commencé, lorsqu'elle était très jeune, à avoir des contacts avec une race soi-disant extraterrestre, qui a commencé à lui transférer de l'information technique, qui a mené vers des réalisations concrètes réellement efficaces. C'était une technologie effective, et ça a été vraiment un tournant important dans l'histoire de l'Allemagne. Parce qu'il y a des gens qui se demandaient si ce n'était pas le retour des anciens, les géniteurs de la race germanique, donc cette fameuse race aryenne était de retour. Et puis là, ça a créé un engouement mystico-religieux qui a propulsé l'évolution rapide d'une technologie qui a été appliquée par les nazis plus tard au niveau militaire et qui peut-être a été un facteur important dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut faire attention lorsque des choses nous semblent idéales ou angéliques.
ça ne veut pas dire nécessairement que la forme doit nous convaincre de suivre aveuglément. Il faut faire attention aux formes. Il y a des formes qui peuvent être très belles, mais qui cachent quelque chose de très dangereux derrière. Et d'ailleurs, un prédateur vraiment efficace sait comment utiliser le camouflage pour attirer sa proie. Et là, c'est le temps pour l'humanité, je pense, de commencer à penser sérieusement à regarder ces choses-là très sobrement, de dire, il y a un danger qui est là, qui nous guette, puis ça ne donne rien de vouloir s'en défiler, parce que de toute manière, l'histoire nous montre qu'il y a eu beaucoup de problèmes graves sur la Terre dus à des mouvements de masse qui, par la suite, ont démontré avoir été complètement erronés, mais les gens y croyaient massivement parce que c'était très convaincant au départ. On voit là, des modèles de soucoupe volante. Oui. Développés par les nazis. Oui. Grâce à l'énergie du vril, qu'on dit, là, qui oui. était antigravitationnelle, etc. Oui. Tu sais que Jacques Vallée, le plus grand ufologue moderne, c'est Jacques Vallée. Et il a considéré que l'apparition de Fatima, une lumière qui tournait comme les soucoupes volantes avec le vril, ça tourne, passait sous les nuages, dégageait de la lumière éblouissante que les gens ont dit c'est le soleil qui passe en dessous des nuages. Et à un moment donné, peut-être en ralentissant quelque chose, ça s'est mis à faire toutes sortes de couleurs. Là, c'était bleu, vert, jaune, puis les nuages reflétaient cette couleur-là. Et tout s'est séché rapidement comme s'il avait été tout micro-ondé. Hein? Oui, oui. Un faux micro-ondes, ça sèche un chat très rapidement. Oui. Bien là, tu te trouves à vivre quelque chose que Jacques Vallée a dit, c'est un objet volant non identifié. Oui. Il n'aura pas dit c'est une soucoupe volante. Ça peut être en tôle, comme ces affaires-là, comme ça peut être encore de l'énergie. Alors là, on est entre deux mondes. Et de quel monde que... Est-ce que tu crois que les deux mondes existent parallèlement? Bien, je dirais que je trouve ça intéressant, par exemple, l'expérience de Richard Glenn. C'est quand même remarquable parce que toi, dès... Là, il veut me flatter, là, il y a quelque chose à me faire passer. Là. Non, mais je trouve que c'est un témoignage vraiment important. Ta vie, ta carrière et ce que tu as apporté doit être considéré sérieusement. Richard nous parle d'expérience, il a déjà parlé d'expérience de contact avec des extraterrestres quand tu étais enfant. Carrément, c'était des petits, avec des grosses têtes, des yeux noirs, voilà. C'est clair. Je pensais que c'était des Chinois parce que mon père faisait le tour du monde. Ouais. Et j'ai plutôt appris quelque chose d'autre. Puis à l'âge de 13-14 ans, j'ai eu des êtres qui ont passé à travers le mur dans ma chambre, qui étaient immatériels. Ils n'étaient pas en tôle, eux autres, se coupent. Ils étaient plutôt lumineux. Alors, c'est important, ça. Oui, mais là, c'est pas de moi qu'on parle. Non, je sais, mais ce qu'on parle, c'est de la relation avec ces êtres-là. Qu'est-ce que ça a comme impact humain? Et ta vie peut servir d'exemple pour une compréhension. Bien, j'allais dire en québécois, là, attention, les Français, vous comprendrez pas. Ça a fucké toute ma vie. Parce que c'est ce que je voulais dire. Complètement focusé sur ça. Oui. Au point que j'en ai fait une vie entière. Là. Moi, j'avais rencontré le cardinal Paul-Émile Léger à Montréal, qui faisait le chapelet en famille le soir avec ma mère. Et les religieuses qui s'occupaient du cardinal vieux, ils ont dit votre fils, madame? Oui, c'est mon fils qui aimerait rencontrer le cardinal. Est-ce que c'est parce que votre fils est en prêtrise et il va aller en mission? Oui. J'ai dit à ma mère, disait qu'il s'en va en émission. Ben justement, parce que ça a duré 40 ans. Moi, et je ne renie rien de ce qu'on a présenté, même si on a présenté du sombre et de la lumière, aux gens de faire la part des choses. Il n'y a rien à renier. C'est une œuvre remarquable. En passant, je voudrais féliciter Richard Glenn. Merci, mais regardez aujourd'hui, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Une carrière vraiment extraordinaire qui a été très difficile parce que c'est des sujets qui ont été souvent démonisés ou ridiculisés dans les médias. Ça porte lourd sur une personne, ça, quand le milieu social est réfractaire à ce qu'on essaie de leur présenter, mais il a continué le combat, puis regardez aujourd'hui l'événement, aujourd'hui, ne serait-ce que pour ça, c'est extraordinaire, cette continuité, cette détermination. Mais le témoignage est important, même si la société ne l'a pas reçu. Tu vas tout me dégonfler, ma belle ballonne que tu as montée, des fleurs, mais là, le pot s'en vient. Tout ça, c'est de manipulation, puis tu as été victime d'une manigance diabolique. Non, c'est pas vraiment ça. Ce que tu as... Pas vraiment, ça veut dire que c'est proche. Non, mais c'est peut-être, on peut qualifier ça de... Je t'invite parce qu'il faut qu'on se parle de... C'est ça. On peut peut-être qualifier ça de diabolique, mais au bout du compte, ce qui est important, ce sont les résultats.
Les fruits, comme dirait Jésus. C'est ça. On juge l'arbre après ses fruits. Et ça aurait été différent si tu t'étais dégonflé, mais tu as fait preuve de courage puis des valeurs humaines très prononcées qui fait que tu as surmonté tous ces mystères pour arriver à donner un sens à ton existence et puis à pouvoir le partager avec les autres. Et c'est ça qui est le plus important. Mais il faut remarquer une chose, c'est qu'il y a des êtres qui t'ont approché, qui ont initié une relation avec toi alors que tu étais enfant. Et ces êtres n'ont pas fait preuve d'une grande ouverture, d'une grande honnêteté. Ils ont été toujours mystérieux. Ils ont maintenu une distance et un mystère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pour ça que les autres, à 14 ans, sont venus me voir en disant, on t'a montré un côté de la réalité. Nous, on vient pour te montrer au moins l'autre côté. Tu feras ton choix et t'apportes des choses. Oui. Les autres étaient c'était doux, c'était agréable, c'était... je ne sais pas. Puis c'est eux autres qui m'ont comme vraiment donné confiance dans le dire on va être là. Et quand je prie, je ne m'en vais pas parler au Père en haut, là. Tu sais, nul ne va au Père sans passer par le Fils. Oui. J'ai appris aussi que nul ne va au Fils sans passer par la Mère. Oui. Et je pense qu'il y a une hiérarchie à la portée de tous. Et c'est ce que je voudrais que les gens retiennent, parce que, écoute, on parle du diable, mais moi, ce que je voudrais qu'on tienne de notre premier congrès ésotérique, là, ESO 701, c'est qu'effectivement, il y a des forces de l'ombre, il y a des forces méchantes, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Surrender, rendez-vous 2023. Et depuis tout jeune, depuis le début de mes émissions, j'ai toujours parlé de ça. Rendez-vous 2023, mais le rendez-vous, ce n'est pas un rendez-vous meeting. Ouais. C'est surrender. Ouais. Ça veut dire lâcher prise. Ouais. Puis on dit toujours que l'être humain doit apprendre à lâcher prise. Oui, exactement. Alors, on va le vivre, là. Mais, oui. Alors, continue, parce que pour moi, c'est François Chartrand, mon invité, là, c'est pas... Oui, mais tu m'as demandé toi-même qu'on fasse ça à deux. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup dialoguer avec Richard parce qu'il y a une continuité dans nos idées. Il nous reste 15 minutes, nous dit la régisseuse Joanne. Au début du document qui a été publié aux éditions Garpan, le livre dont je suis l'auteur, je parle du phénomène du temps cyclique. Et là, si on veut dégager quelque chose de positif de l'état obscur du monde, comment apporter la lumière, je pense que la compréhension du phénomène du temps cyclique est très importante. Parce qu'on se demande qui sont les fameux extraterrestres. Imaginons qu'il y a une imposture, qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Il faut essayer de voir exactement à quel moment ce phénomène-là a commencé à avoir de l'influence et chronologiquement, quel a été l'effet à travers le temps. Donc, il y a tout un retour en arrière à faire, une étude de notre histoire. Mais imaginons qu'il s'agit d'entités qui vivent en quelque sorte à l'extérieur du temps, et qui apparaissent dans toutes les époques en même temps et qui sont capables finalement de programmer la société de façon à créer une légitimité historique de certains phénomènes qui se transposent, qui deviennent acceptés par l'être humain comme étant factuels, parce qu'il ne peut pas s'imaginer que quelqu'un puisse monter un canular sur de nombreuses générations, parce que nous sommes limités dans nos capacités, limité dans le temps et qu'il ne peut pas y avoir un plan d'ensemble aussi cohésif qui se déroule sur des âges et même à travers des cycles de destruction. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer que les races extraterrestres sont en réalité d'origine terrestre? Parce que qu'est-ce qui vient de la Terre vraiment? Moi, je pense que la Terre vient du cosmos. C'est que tout ce qui est ici vient d'ailleurs et nous sommes nous-mêmes extraterrestres. Est-ce que ce tableau-là signifie quelque chose par rapport au temps? Oui, ben c'est le voyage dans le temps. Explique-nous un peu. Oui. Ben, la relativité de l'espace-temps fait que le temps n'est pas linéaire et il est relatif. Et donc, avec un référent temporel, une vibration, chaque espace-temps a sa vibration particulière. C'est comme les points de coordonnées sur une grille géodésique. Ben, il y a une quatrième dimension dans cette grille qui est le temps. Et le temps a sa fréquence de résonance, son référent temporel. Et il existe apparemment des technologies développées sur Terre par des scientifiques qui, aujourd'hui, sont capables de reproduire les effets que les pilotes des engins, des ovnis, des soucoupes volantes, ont maîtrisés. Et apparemment, ce serait une théorie envisageable qu'ils ne viennent pas nécessairement de l'extérieur de notre monde, mais d'une autre époque de notre monde, et qu'ils aient la faculté de voyager d'une époque à l'autre, et que leur continuum temporel ne s'inscrit pas
dans une logique linéaire comme la nôtre. Et donc, ils sont capables de jouer sur tous les plans en même temps. C'est ce qui fait que leur pouvoir de mystification est absolument incroyable. Et il faut lâcher prise sur la connaissance ou ce qu'on croit savoir pour comprendre que le véritable savoir est inné et il existe dans le moment présent lorsqu'on est libéré de l'effet du temps. Et en notre centre, je crois, notre axe à nous, les humains qui avons un aura qui est en rotation, on peut créer un axe du vide dans lequel on peut se sentir complètement détaché des événements et avoir un sens inné de la réalité qui ne tient pas compte de notre mental, qui ne tient pas compte de notre histoire, notre personnalité, qui ne tient pas une capacité de savoir instantanément les choses par nous-mêmes, par l'expérience directe, plutôt que de passer par une étude approfondie de notre origine, parce que j'ai l'impression que cette origine, maintenant, elle est occultée derrière une mascarade qui peut être très, très dangereuse à une époque où il y a tellement de remises en question par rapport à notre véritable identité. Donc, cette faculté de voyager dans le temps, imaginons, comme les petits gris, par exemple, que tu as rencontrés. Moi, ma théorie, c'est que possiblement, c'est une humanité potentielle, future. Imaginons que le temps est dynamique, multidimensionnel. Il y a plusieurs trames de temps qui sont possibles, mais qui, à un moment donné, sont présentes plus ou moins, de façon plus ou moins entière, plus ou moins réelle, tout dépendant de ce qui va se passer dans le futur. Le temps est dynamique, en d'autres mots. Il n'est pas prédéterminé par aucune force, autrement que l'esprit qui en vit l'expérience. Et lorsque nous vivons l'expérience d'un contact, par exemple, avec un homme venu du futur, profondément altéré par l'écoulement du temps, imaginons que les petits gris font partie d'une lignée qui, dans le futur, devient stérile et ils se reproduisent synthétiquement en laboratoire. Et puis là, finalement, ils ne sont même plus capables de se reproduire. Mais ils ont la technologie de voyager dans le temps. Ils reviennent à notre époque, à une époque où des événements se sont produits qui a marqué le début de cette trame temporelle qui les a amenés vers un cul-de-sac évolutif. Et qu'aujourd'hui, ils reviennent ici à essayer de modifier leur futur potentiel en jouant avec la génétique pour essayer de trouver la combinaison génétique qui pourrait leur permettre de survivre dans le futur. Mais moi, ma théorie, c'est qu'ils ne pourront pas trouver la solution parce que le problème n'est pas scientifique, mais il est spirituel. Il est du fait que lorsqu'un homme et une femme sont unis par un profond amour, leur rejeton, leur progéniture sera d'une qualité génétique vraiment remarquable, particulière, qui va produire des individus capables de faire face au mystère de l'existence. Et que sans cet amour, le phénomène ne peut pas se produire. L'évolution génétique est donc quelque chose de très dynamique qui est relié avec notre amour sincère qu'on a les uns pour les autres. Et c'est pour ça que le message de Jésus était aussi important quand il disait « Aimez-vous les uns les autres ». Ça a une conséquence scientifique sur la génétique de ceux qui vont naître par la suite. Et que ceux qui ont décidé de maintenir leur lignée pour des raisons de pouvoir, de richesse, pour que les héritages restent dans la famille, des mariages arrangés, qu'on voit dans les familles royales ou dans le monde musulman ou dans beaucoup d'endroits dans le monde, on a cette mentalité de vouloir consolider le pouvoir par les liens maritales, je pense, a donné naissance à des trames de temps qui sont discontinuées dans le futur. Et qu'à partir du message, du moment où un descendant d'une très importante dynastie, qui était Jésus, a dit, il avait beaucoup d'influence au niveau de cette mentalité de vouloir perpétuer le droit divin de régner à travers certaines lignées. Ben, c'était comme il y a cette lignée de descendance royale qu'on voit, par exemple, avec le sang sacré là, du Saint Graal, tout ça. Je pense que ça vient de cette origine, de cette lignée de gens qui ont déterminé que Jésus a fait une erreur et qu'ils ont refusé son message parce qu'eux voulaient conserver leurs titres royaux. Et donc, ils ont créé des trames de temps qui sont discontinuées dans le futur. Et c'est pour ça que ces individus aujourd'hui sont accablés par des revenants, des êtres plus ou moins réels qui viennent d'une autre dimension, d'un autre temps, d'une autre époque, qui viennent hanter leur vie actuelle à cause de cette influence psychique qui est basée sur des trames de temps qui sont discontinuées. Donc, moi, ce que j'en conclus là-dedans, c'est que si on a confiance en soi et que notre amour est réel et sincère et qu'on comprend que le phénomène cyclique du temps fait qu'il peut y avoir plusieurs trames de temps
qui sont concomitantes, qui se produisent en même temps. Il peut y avoir une convergence à certaines époques, comme je pense qu'il se produit à l'époque actuelle, c'est-à-dire une fusion de différentes trames de temps qui crée un moment séminal dans lequel on peut arriver à nous recréer nous-mêmes en lâchant prise sur l'histoire de l'humanité. Et on pourrait se retrouver un jour dans un continuum temporel dans lequel le passé a été transformé et que les forces sombres qui habitent notre monde vont disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé et que les conséquences de la guerre, les conséquences de toutes les choses nocives que nous avons soi-disant créées par notre manque de pureté, les choses qui nous sont imputées comme étant notre responsabilité, étaient en réalité simplement un test par les forces de la nature, si vous voulez, une espèce d'agent toxique à l'intérieur de notre écosystème psychique qui met à l'épreuve notre intelligence et qui culmine aujourd'hui dans un moment initiatique où nous sommes tous confrontés à ces questions existentielles par rapport à ce qui a vraiment de l'importance pour nous. Est-ce que c'est important de dominer? Est-ce que c'est important d'être les meilleurs, d'être les plus rapides, d'être les plus gentils, les plus forts, les plus beaux? Ou est-ce que c'est simplement important d'avoir entre nous des bonnes relations, entre les races et entre les sexes, entre l'homme et la femme, entre les différentes générations? Toutes nos différences pourraient s'estomper rapidement si on découvrait que nous avons la capacité de générer en ce moment une trame de temps qui nous appartient et sur laquelle nous avons le contrôle, c'est-à-dire qui va refléter nos vraies valeurs et non pas celles qui nous ont été imposées par un mensonge d'envergure cosmique qui dure depuis très longtemps et qui a infecté nos religions, qui a infecté nos systèmes de pensée et qui a fait de nous des êtres aujourd'hui qui sont très hésitants, qu'on vit dans le doute, on a très peur, on a beaucoup d'anxiété. Mais en réalité, tout ça pourrait un jour se retrouver dans la catégorie des illusions qui ne sont plus, qui sont disparues. Et aujourd'hui, tout ce qui nous reste, c'est l'amour de la vie, l'amour des uns pour les autres et la capacité de créer un futur qui nous intéresse. Et je pense que M. Cazelet, qui va parler des archontes tout à l'heure, pourra vous confirmer qu'il y a des entités qui n'aiment pas cette faculté que l'humain a. Et ça fait partie d'une résistance qui est imposée pour garantir que si jamais nous arrivons à utiliser ces facultés, ça sera parce que nous avons vraiment voulu le faire. Et donc, la résistance n'est pas contraire au mouvement. C'est plutôt que c'est comme lorsqu'on fait de l'exercice, on a besoin d'un poids qui oppose une résistance pour renforcer notre musculature. C'est la même chose, je pense, au niveau psychique, au niveau de notre esprit. Lorsqu'il y a des forces contraires, des forces anti-humaines qui nous accablent, ça nous oblige à un plus grand effort, à devenir plus humain, à devenir plus responsable, plus conscient. Ça déploie les facultés de notre intelligence. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, puisqu'il y a tellement de choses troublantes dans notre monde, nous sommes à une époque extraordinaire qui nous permet d'avancer très rapidement, d'évoluer très rapidement et de voir naître des facultés que l'humain possédait, qui n'auraient jamais pu naître autrement que par cette mascarade, ce mensonge qui nous met à l'épreuve, qui nous oblige à être plus honnêtes et plus réels et regarder les choses en face. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est absolument l'argent qui doit être toujours en priorité lorsqu'on voit que les générations futures n'ont peut-être pas de futur? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu reconsidérer un peu notre approche dans la vie, de courir toujours après un gain supérieur en se rendant compte que l'essentiel a été gaspillé? Et peut-être que l'idée du temps cyclique pourrait nous amener à comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Le passé peut se transformer. Ça peut sembler incroyable. On pense que le passé est coulé dans le béton parce qu'on a l'impression, on a cette notion du temps linéaire qui est pas dynamique. Alors qu'en réalité, le temps n'est pas statique. Ce que je veux dire, c'est qu'il est dynamique et il se transforme de façon multidimensionnelle. Lorsqu'on avance vers le futur, on se rapproche de notre propre passé. Et par le moment présent, dans le moment présent, on a la capacité d'altérer le cours des événements. On a une capacité créative. Et si on se cantonne dans la sécurité que nous procurent les formes venues du passé, c'est là qu'on est sujet aux archontes
qui, eux, vont travailler à miner nos institutions, miner nos certitudes, miner nos systèmes de valeurs, nos systèmes de pensée. Tout va être attaqué jusqu'à temps qu'on soit complètement dépouillé de toute ressources, sauf celles qui existent dans le moment présent, c'est-à-dire cet amour que nous avons de la vie et l'amour qui nous permet d'être créatifs, c'est-à-dire d'inventer notre destin plutôt que de le subir. Et je pense que c'est à peu près la chose la plus simple pour résumer tout le conflit que nous avons en ce moment. Tu as mis le doigt sur l'argent, tu as mis le nom Archonte en premier lieu. Est-ce que, comme pour l'argent, tu penses à Paul Élieu, le vieux Paul Élieu, qui a dit que les soucoupes volantes sont aussi nombreuses que les avions en ciel? Et il a fait un dernier livre, qui était contre l'argent, justement, les banksters. Là. Oui. Mais les archontes, là, comment on va se débarrasser de ça? Bien, c'est en comprenant leur origine qui fait partie d'un continuum, une trame de temps qui est discontinuée dans le futur et qu'ils reviennent dans le présent simplement pour arriver à modifier cette trame de temps de façon à ce qu'ils puissent survivre plus tard. Mais ce qui nous indique qu'ils sont dans une position extrêmement faible et que la seule chose qu'il leur est possible de faire, c'est de nous prendre ce que nous avons pour eux-mêmes. Mais ça nous appartient vraiment. Et la seule façon dont qu'ils ont, la seule méthode qu'ils ont pour nous dérober cette chose, c'est par notre consentement. Lorsque notre consentement, parce que c'est une loi cosmique, il y a un équilibre des forces qui fait que si vous êtes d'accord pour participer, ben vous renoncez à votre bien, vous le partagez. Et là, on voit un système où on fait des sacrifices pour obtenir la faveur des dieux. Mais moi, je pense que c'est inversé, que ces fameux dieux ne peuvent pas rien faire sans qu'on ait donné notre consentement et que l'idée du sacrifice, c'est d'offrir son consentement et non pas d'obtenir une faveur. C'est nous qui avons le pouvoir et si nous cessons de leur donner le consentement, ils vont perdre toute autorité sur notre monde. Et la chose, c'est que nous ne sommes pas informés. Donc, un consentement qui n'est pas informé n'a pas valeur de loi. Si nous n'avons pas la connaissance exacte de ce qui est demandé de nous et dans quel but, bien, le consentement est très mitigé. Il n'est pas clair. C'est pas clair exactement. Et donc, tous ces forces sont faciles à défaire, moi je pense. Comme d'ailleurs la Federal Reserve Bank aux États-Unis a été faite la veille de Noël, alors qu'ils étaient dans un gros party de Noël, toutes droguées, toutes pactées, puis on les a fait signer des affaires. Oui, oui. Comme pour la Confédération du Canada. Oui. C'est les pères de la Confédération qui étaient à Fredericton, ils étaient tous dans un gros party pacté, puis ils ont signé, puis c'est devenu... Tu me dis que quand ils ne sont pas vraiment consentants parce qu'ils n'ont pas les outils, le contrat n'est pas bon. Exactement. Ah, OK, c'est bon à savoir, hein? Ouais. OK. Oui. Écoute, François, je pense que tu as réussi à le passer, ton message, mais tu vas être avec nous ce soir au débat, là, Oui. de 9h15 à 10h15, 10h30 peut-être. Oui. Les gens, là, vous aurez un micro ou peut-être même un qui va se balader sans fil dans la salle pour poser des questions à quelques conférenciers que vous voudriez. Il va manquer 2 conférenciers. Yann Vadnet qui est pris pour des raisons professionnelles ailleurs ce soir. Puis un autre qui est une dame qui ne sera pas à table avec nous ce soir. Parce que c'est Elisabeth de Caligny qui va être 4 heures du matin. Là. Elle va être peut-être proche de nous, mais en rêve. Oui. Mais tous les autres conférenciers vont être ici ce soir, donc tu vas être ici. Oui. Bon, mais ça va être bon. Vous avez aimé? Merci. Merci beaucoup. Le suivant, Serge Cazelet, pendant que tu parlais et tu l'as mentionné à un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil sur lui. Il se frottait les mains. Parce qu'il se dit, ouais. Alors, on fait une pause, et pendant la pause, si vous avez besoin, si vous avez le temps, vous arrêtez dans les tubes pour laisser après la conférence de François Chartrand. Ça, c'est très important parce que là, il a touché à des sujets bien spéciaux. Alors, y a-t-il des entités qui gèrent l'agenda de la planète Terre qui seraient, dans le tube numéro 1, des anges, des archanges, Saint-Michel archange et les phalanges célestes. Dans le tube numéro 2, des archontes, des démons, des diables, des lucifères. 3, des reptiliens, des petits gris, des grands blonds. 4, des humains du futur qui reviennent ou d'une civilisation passée.
qui étaient cachés. Et le tube numéro 5, des dirigeants politiciens, des corporations, des sociétés, des banksters. C'est qui dirige le monde? Mais c'est qui dirige, qui est au-dessus de toutes les autres? À vous la parole dans les tubes. Et on se retrouve dans 12 minutes exactement. À la maison, profitez-en vous aussi, une petite pause. Et dans 12 minutes, c'est-à-dire vers 15 heures de l'après-midi, on reprend. L'atmosphère ici est formidable. Hein? Les gens, là, ça jase, ça discute ensemble. Là. Ce que vous ne voyez pas. Mais ça fait partie du plaisir d'être en groupe ici. Je vais aller bouger la caméra de la salle pour vous permettre de voir un peu l'ambiance qu'il y a dans toute la salle.